Bonjour, je suis Julie Bickerstaff, je suis directrice du transfert de connaissances à l'Appui, un organisme dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes. Je suis également travailleuse sociale de formation et je suis très, très, très heureuse du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui sont les mesures fiscales, les soutiens financiers qui existent pour les personnes proches aidantes. J'étais très impliquée à la ligne Info Aidant, donc d'avoir entendu des proches aidants préoccupés de leur situation financière, à la recherche de soutien. C'est quelque chose qu'on entend énormément à la ligne Info Aidant. C'est quelque chose aussi dont les intervenants avec qui on travaille sur le terrain nous parlent régulièrement. Ils sont à la recherche de trucs, d'astuces, de conseils, de ressources qui peuvent les aider eux-mêmes à accompagner les personnes proches aidantes qui cognent à leur porte avec cette inquiétude, ce souci, cette recherche d'aide financière. Donc, on le sait, dans la vie des personnes proches aidantes, c'est vraiment une préoccupation et je l'entends depuis de nombreuses années. Donc, très heureuse d'accueillir Pascal Pilon, directrice générale de Finautonome, avec nous aujourd'hui. Pour débuter, Pascal, j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur Finautonome, ce que vous faites, puis ce que vous faites pour accompagner les personnes proches aidantes. Finautonome, on est un organisme sans but lucratif et notre mission, c'est vraiment d'améliorer le bien-être financier des personnes en situation de handicap et leurs proches aidants. Donc, il y a plusieurs personnes qui entrent sous ce vocable-là, personnes en situation de handicap, qui s'ignorent au Québec. Donc, nous, notre mission, c'est d'abord de permettre aux gens à qui s'adressent différents programmes des gouvernements qui sont nommés comme étant des programmes pour les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants, là, toujours, de se reconnaître, de comprendre les programmes qui existent, puis d'être capable d'aller faire les démarches. On les accompagne pour qu'ils puissent faire les démarches pour vraiment aller les obtenir. Donc, nous, on n'est que sur le bien-être financier. Super important. Oui. Toi et moi, on le sait, être une personne proche aidante, ça va rapidement avoir des effets, des impacts sur notre situation financière. Chez nous, au service Info Aidant, les appels que l'on reçoit au quotidien, c'est le premier motif d'appel. C'est est-ce qu'il y a du soutien financier pour moi dans ma situation de proche aidant? Chez vous, à Finautonome, si tu avais à identifier les principales causes ou les principaux stress financiers reliés au rôle de proche aidant, ce serait lesquels? En fait, le principal stress, c'est d'avoir attendu trop longtemps avant de trouver l'aide. Donc, pour les proches aidants, c'est souvent une situation qui se présente dans notre vie. Nous, on accompagne à la fois des personnes qui vivent avec des situations de handicap depuis la naissance. Mais pour le parent, par exemple, c'est quelque chose qui survient dans notre vie qu'on ne s'attendait pas. Hein, la proche aidance, bon, parfois on la voit venir, mais souvent, le moment où il se fait une bascule vraiment, où on doit vraiment être là pour notre proche, que ce soit notre enfant, nos parents, même des fois des voisins, des gens qu'on aime. Hein, la proche aidance, ça touche beaucoup de monde. Mais il y a comme un moment de bascule où là, le, l'aide qu'on a à apporter à notre proche devient importante. Plus ça va, les rendez-vous, bon, il y a comme des moments de bascule. Puis dans ces moments de bascule-là, on se désorganise un petit peu. C'est normal parce que ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions, là, juste la condition de santé, ce qui nous amène à être proche aidant pour notre proche. Donc, on a toutes sortes d'émotions, il y a beaucoup de rendez-vous. Puis là, la vie continue. Hein? Tout ça s'accumule. Puis là, on finit par se trouver dans une situation où là, on fait je me suis pas occupée des finances parce qu'on est là avec notre cœur dans la situation pour aider notre proche. Mais pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui se passent dans la vie terre à terre, puis ça va avoir un impact sur les finances. Donc, moi, je dirais que le plus gros stress pour les proches aidants, c'est le jour où là, ils se sont sortis la tête de l'eau, ils ont comme appris à composer avec cette nouvelle réalité-là dans leur vie de proches aidants. Puis là, ils voient l'état de leurs finances. Mhm. Pour nous, chez Finautonome, c'est ce qu'on voit. C'est le fait d'être si fragile, d'être devenu si vulnérable. Puis on ne s'attend pas à devenir aussi vulnérable financièrement. Bon, on a tous une histoire, un rapport à l'argent. Le rapport à l'argent,
c'est très intime. Il y a une question de culture familiale, de les connaissances qu'on a acquis au fil du temps. Donc, tout ça a une influence. Mais je dirais qu'en général, ce qui est propre à l'approche aidante, selon moi, là, par rapport au bien-être financier, c'est le fait d'avoir fait passer les besoins de notre proche ou de notre famille même là, dans une situation qui est comme instable, puis qui demande beaucoup de nos ressources, qui demande nos ressources humaines, là, mais aussi nos ressources financières, puis qu'on s'en rend pas compte. Puis il y a toutes sortes de choses qui se passent là, qu'on pourra aborder dans ce cheminement-là qui fait que vraiment, ça, c'est un gros stress parce que là, les gens, ils voient que l'état de leurs finances, des fois, est en piètre état. Comment est-ce que je peux me sortir de ça? Puis des exemples très concrets, moi, je pense, par exemple, à devoir faire des aménagements dans la maison, devoir payer du déplacement, du transport, des accessoires, des équipements. C'est des choses qui rapidement deviennent coûteuses. Oui, mais tout ce qui est associé au travail famille, conciliation, travail-famille, tu sais, ça l'affecte notre rapport au travail. Quand on est en proche aidance, c'est des fois, ben là, on manque du travail. Il faut qu'on soit présent pour nos proches. Puis là, effectivement, il y a les rendez-vous médicaux, les suivis. Bon. Puis il y a les situations de crise qui se passent à travers ça. C'est des petites crises parfois, puis parfois, c'est des plus grosses crises. Mais quand on est dans une situation de crise, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital, là, il y a des frais de stationnement. Là, on est absent du travail. On oublie de payer la carte de crédit à la fin du mois parce que là, on est dans... C'est vraiment... on devient submergé par la situation. Puis oui, il y a les achats, mais ça, je te dirais, ça vient un peu plus tard. Mais moi, ce que je trouve le plus stressant puis le plus qui nous touche beaucoup chez Finautonome, c'est quand on voit que les personnes ils ont perdu le contrôle, en fait, sur un aspect de leur vie qui est tellement fondamental pour tout le monde. Tu sais, c'est de pouvoir subvenir à nos besoins de base. Hein, puis quand on a accès à du crédit, quand on a un travail, puis que ça allait bien, puis on était capable de faire face à tout ça. Mais là, il y a quelque chose qui vient basculer, puis ça va vite, puis c'est très émotif. Puis là, ce qui occupe l'ensemble de notre esprit, là, tu sais, tout notre esprit, c'est vraiment prendre soin de la personne que j'aime, être là pour... ben là, pendant ce temps-là, les comptes s'accumulent. Puis effectivement, il y a des besoins qui changent. Est-ce qu'il faut qu'on déménage notre proche? Est-ce qu'il faut qu'on réaménage la maison? Ben, des fois, on paye pour tout ça un petit peu en se disant, on verra plus tard, on verra plus tard. Ben, on verra plus tard. Là, nous, quand les gens appellent chez Finautonome, trop souvent, c'est le plus tard était vraiment plus tard. Exact. Des fois, c'est 2-3 ans après que la situation se soit présentée dans leur vie. Puis évidemment, ben là, il y a des situations qui sont plus difficiles à ramener. Donc, moi, je dirais que c'est ça. Ce que je souhaiterais pouvoir dire aujourd'hui à tout le monde, c'est que quand on voit là, que notre vie est en train de prendre... tu sais, qu'il y a des obstacles qui se présentent à nous, c'est juste de prendre un petit 5 minutes pour aller chercher de l'aide. Qui pourrait m'aider là, dans ce que je suis en train de vivre présentement, puis de ne pas oublier l'aspect de la santé financière. Exact. Je te mets sur dans l'univers des mesures fiscales, des programmes de soutien financier. Il y en existe quand même plusieurs. Oui. Ça serait lesquels, selon toi, qui seraient les incontournables à connaître quand on est un intervenant? Parce qu'il y a des intervenants qui nous écoutent, qui travaillent dans des organismes communautaires, qui accompagnent des proches aidants, qui rencontrent des proches aidants dans leurs activités, dans leurs bureaux. Puis ils peuvent pas être des experts de tout ce qui existe, mais des fois, il y en a-tu des incontournables qu'il faudrait comme avoir dans notre petit baluchon. Rapidement, là. Puis surtout rapidement, ben, le crédit pour aidants au Québec, même si ça se nomme crédit, là, c'est une mesure, donc c'est une aide gouvernementale qu'on peut avoir assez rapidement. C'est-à-dire qu'on peut même faire des demandes anticipées. Tu sais, des programmes sur lesquels, par exemple, les gens qui ont des enfants, ils savent avec les garderies,
Tu sais, c'est un crédit d'impôt, mais en même temps, on peut aller chercher la partie, le remboursement, la partie du gouvernement plus rapidement, aux 3 mois, au mois. Tu sais, bon, ça se fait aussi avec le crédit pour aidants du Québec. Donc, ça, c'est de le savoir qu'on va pouvoir avoir de l'argent assez rapidement si on fait la démarche. Donc, moi, je dirais que le crédit pour aidant au Québec, c'est à connaître de toutes les personnes aidantes parce qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir un lien familial avec la personne qu'on aide. Lui, il est vraiment incontournable. Mais évidemment, il y a plein de ce qu'on ne pense pas, parce que lui, il s'appelle crédit pour aidant. Donc, dès qu'on est dans une situation de proche aidance, si au moins on se reconnaît comme tel, parce que vous le savez, hein, un des enjeux, c'est qu'on se reconnaisse comme étant un aidant. Puis c'est comme pas un rôle qui est encore, à mon avis, suffisamment connu. On va se dire, je suis parent, tu sais, je suis pas proche aidante, je suis parent ou je suis la fille, c'est ma mère, je suis pas. Mais Mari, oui, ben, un n'empêche pas l'autre. Donc, ce rôle-là de proche aidant, c'est aussi être la voisine. Tu sais, d'une personne qui est isolée, puis qu'on est la seule personne proche qui l'aide, qui l'accompagne. Puis on s'attache aux gens, même s'ils ne font pas partie de notre famille biologique là, ou de notre famille. Mais ça aussi, c'est de la proche aidance. Fait que moi, je trouve que le crédit pour aidant, il est à connaître de tout le monde parce qu'on n'a pas besoin d'avoir justement un rôle familial pour l'avoir. Dès qu'on vient en aide à quelqu'un qui en a besoin, qui a vraiment besoin d'un soutien assez régulier, là, on peut y avoir droit. Fait que ça, c'est le premier. Je t'amène tout de suite sur des fois une petite distinction qui n'est pas toujours facile à intégrer. Il y a des crédits d'impôt remboursables, il y a Oui. des crédits d'impôt non remboursables. Oui. Tu peux-tu expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Ben, en fait, un crédit d'impôt remboursable, comme le crédit pour aidant, c'est qu'on va avoir de l'argent, peu importe si on doit de l'argent au gouvernement quand on fait nos impôts ou non. En fait, on devrait partir du fait qu'un crédit d'impôt non remboursable, c'est un crédit d'impôt qui fait juste baisser notre dette. Mais si je n'ai pas de dette à la fin de l'année, si je ne dois pas d'argent à un ou l'autre des paliers de gouvernement, bien, à ce moment-là, ce crédit d'impôt-là, il ne m'est pas utile parce qu'il faudrait que j'aie une dette pour qu'il soit intéressant. Ceci dit, ils sont très intéressants. Mais c'est ça la distinction à faire. C'est que si je ne dois pas d'argent à la fin de l'année, quand je fais mes impôts, le crédit d'impôt non remboursable, il ne sera pas utile. Mais le crédit d'impôt remboursable, lui, peu importe que j'ai une dette ou non, j'y ai droit. Puis dans le cas du crédit pour les aidants du Québec, là, c'est un crédit provincial, donc c'est le Québec qui l'émet. Bien, c'est un crédit d'impôt remboursable. Et comme je disais, bien, on n'est pas obligé d'avoir un lien familial avec la personne pour le demander. Puis aussi, c'est qu'il est calculé à partir du revenu de la personne aidée. Donc, souvent, les personnes qui sont elles-mêmes en situation là, tu sais, que leur état de santé fait en sorte qu'ils ont besoin de soutien de quelqu'un, mais souvent, elles ont moins de revenus, ces personnes-là. Puis c'est pour ça qu'il est intéressant aussi. Donc, le revenu de la personne qui aide va être tenu en compte. Je ne dis pas que ça ne compte pas du tout, mais c'est surtout le revenu de la personne aidée qui est le point de départ, puis évidemment, après ça, le revenu de la personne qui aide. Et il est généreux. C'est un crédit remboursable, donc c'est pour ça que je dis on peut les avoir, on peut avoir l'argent assez rapidement. On n'a pas besoin d'attendre à la fin de l'année, faire nos impôts puis le demander. On peut le faire comme ça. Mais si on sent que là, on est en train de justement, là, nos finances, ça va moins bien, puis qu'on apporte du soutien, bien, on peut faire tout de suite la démarche pour l'obtenir, puis avoir déjà un montant à chaque mois ou 3 mois qui va pouvoir être déposé directement dans notre compte. Ça fait une différence. Puis ça nous évite de se précariser, tu sais, d'être dans une situation plus fâcheuse que. Tu as mentionné le mot démarche. Il y a des démarches à faire. Oui.
Nous, on entend à Info Aidant, parfois des proches aidants qui nous contactent, nous dire il est où le formulaire? C'est quoi le Oui, formulaire? Puis oui, est-ce qu'il faut que je le fasse remplir par mon médecin? Donc, oui, tu peux-tu nous parler un peu des démarches? Qu'est-ce qu'il faut oui. qu'il fasse? Je vais pas, c'est pas, puis vraiment, je le dis en toute honnêteté, là, parce qu'on est un organisme communautaire, puis quand même, on est relativement une petite équipe agrandie, là. Mais, mais c'est important de savoir, il y a toujours des formulaires pratiquement. En tout cas, il y en a certains qui sont des portes d'entrée qui sont incontournables. Donc, pour obtenir les aides du gouvernement, c'est comme s'il faut lui signifier dans quelle situation on est. Tu sais, le gouvernement, il ne sait pas ce qu'on vit dans notre quotidien. Puis quand il y a quelque chose qui survient de majeur comme ça, là, comme être affecté beaucoup par sa santé à un point où là, on n'est plus capable de vaquer à nos activités quotidiennes sans avoir du soutien, ben il faut le mentionner. Puis la façon, c'est souvent d'aller voir un médecin. On va dire un professionnel de la santé parce qu'il n'y a pas que les médecins, quand même, c'est important de le savoir, qui peuvent le faire, mais pour plusieurs mesures, ça prend un médecin, entre autres, pour le crédit pour aidant. Donc oui, il y a des formulaires à remplir. Dans ce cas-là, il y a un formulaire, il y a une annexe qui est une annexe du, euh, du rapport d'impôt. Donc, puis on pourrait vous dire, ben allez simplement consulter l'annexe, remplissez le formulaire. Puis si c'était si facile, je vous dirais que on aurait beaucoup moins de travail chez Fin Autonome. On serait content, Oui. mais c'est pas le cas. Puis j'ai envie de te partager, puis pour que les gens le sachent bien, c'est qu'il faut bien les comprendre, les formulaires. Ils sont pas faciles Mhm. à être bien compris, ni de la personne qui est elle-même dans la situation, qui doit le faire remplir. Puis même les médecins ou les professionnels de la santé, ils sont pas formés. C'est important que les gens le sachent, ça. Ils n'ont pas eu de formation, d'accompagnement. On leur demande de remplir quelque chose, donc remplissez le formulaire avec ce qui est demandé, mais ils n'ont pas un accompagnement eux-mêmes là, pour Mhm. pouvoir bien le faire. Parce que les décisions sont prises soit à Revenu Québec ou soit à l'Agence du revenu du Canada. Fait que c'est sûr que si les personnes se font accompagner juste pour comprendre qu'est-ce qui est demandé, c'est sur quoi qu'on doit mettre l'emphase, c'est quoi les réponses importantes qui doivent être répondues dans notre formulaire pour qu'on s'assure d'avoir la décision juste. Il y a Mhm. des personnes qui sont refusées dans des programmes, pas parce qu'ils n'auraient pas droit vraiment, mais parce que le formulaire a été mal rempli. Donc oui, il y a plusieurs formulaires. Il y a différents formulaires. Puis je me disais, tu sais, juste vous les énumérer, ça n'a pas de sens. Sur le site de Finautonome, ils sont tous là. Donc, c'est pas qu'on veut pas vous donner accès au formulaire. Au contraire, on vous les met par programme. Là, si vous allez sur le site, il y a une page juste pour les programmes, puis on vous a mis tous les liens vers les PDF pour pas que les gens cherchent à travers les sites du gouvernement. Parce qu'aussi, il faut les trouver. L'autre question qu'on se fait poser souvent, c'est est-ce que c'est normal qu'un médecin ou qu'un professionnel de la santé me demande des frais pour remplir les formulaires? Oui. Ben, ils ont le droit. Ils ont le droit. C'est pas un acte médical, hein? Mhm. Premièrement, puis ils ont même le droit de refuser. Euh, oui, ils peuvent vous charger des frais pour le faire. Puis il y a une pratique, ce que je constate, c'est qu'il y a une pratique qui est assez inégale. Là, c'est vraiment pas uniforme Mhm. au Québec. Il y a des médecins qui acceptent de remplir gratuitement les formulaires, qui collaborent bien. Puis il y a des médecins que c'est plus difficile, qui veulent pas. Puis je veux même pas nommer à quel montant ils peuvent vous demander, mais ça peut être des sommes importantes. Hein? Puis ça, ben, c'est des sommes sur lesquelles ils se sont entendus avec leur fédération. Donc, oui, ça se peut, mais je vous dirais que si un professionnel de la santé vous demande des frais importants, là, au-delà de 150 essayez de trouver, de trouver un nom professionnel de la santé. Ceci dit, ces frais-là qui vous chargent les médecins, ils sont, on peut avoir un crédit d'impôt non remboursable en cumulant ces frais-là. Il y en a qui pensent quand on dit, quand vous allez garder vos reçus, quand vous allez faire vos impôts, ça va vous être remboursé.
Puis là, je tiens à le dire, ils ne sont pas remboursés. Ça dépend vraiment de votre profil fiscal dans l'année. Ça va peut-être valoir la peine pour vous d'avoir gardé la facture, mais pour certaines personnes, si elles n'ont pas de dette à la fin de l'année, d'avoir gardé tout ça, ils ne vont pas être remboursés. Fait que c'est important que les gens ils comprennent bien ça. C'est pas remboursé, là, ces frais-là. Mhm. Fait que dans le meilleur des mondes, on essaie de trouver un médecin. Puis c'est pas obligé d'être notre médecin de famille qui remplisse ces formulaires-là. Ça pourrait être un autre. Ça pourrait être un autre. Puis il n'y a pas juste les médecins, là, il y a les infirmiers, infirmières qui sont autorisés, pas sur tous les formulaires, mais sur plusieurs formulaires. Puis ça, on l'explique, nous, chez Finautonome. Quand les gens ils se demandent, là, justement, ça fait partie des services qu'on offre. C'est juste de vous diriger puis de vous répondre à ce que vous avez à faire pour faire la démarche. Est-ce que ça doit être vraiment un médecin? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels de la santé qui pourraient remplir le formulaire avec vous? Fait qu'on répond à toutes ces questions-là. Nous, on a des proches aidants qui nous confient avoir le sentiment de devoir se légitimer Oui. auprès du professionnel de la santé par rapport au rôle qu'il joue. Oui. Est-ce qu'il y a une manière d'accompagner un proche aidant pour l'aider à se légitimer puis à favoriser la collaboration du professionnel de la santé? On essaie, on met en place des trucs chez nous, puis je dirais que ça fonctionne assez bien, mais encore une fois, ça dépend du professionnel de la santé parce qu'il y a le choix de dire oui ou non. Donc, on peut pas forcer la collaboration, puis c'est pas souhaitable. Même, je vous dirais que si si une personne, elle sent pas qu'elle a une bonne collaboration de son professionnel de la santé, peut-être qu'elle est mieux d'en chercher un autre. Mais, ceci dit, parfois, c'est juste une question de pas bien comprendre ce qu'il leur est demandé. Nous, on a créé une lettre pour les professionnels de la santé où on leur explique dans cette lettre-là, on leur dit, ce qui vous est demandé en ce moment-là, c'est simplement d'attester de ce que votre patient est en train de vous confier sur ses obstacles à la vie quotidienne. Bon, ça, c'est pour un des formulaires qui est assez général, parce que parfois, il y a des formulaires où ça prend vraiment des diagnostics, des éléments de médecine là, très précis, mais il y a des formulaires où c'est même pas ce qui est demandé au médecin. Puis c'est ça qui crée la confusion beaucoup, parce que le médecin, c'est ça qu'il est habitué de faire. Lui, il donne un diagnostic avec des mesures. Puis c'est pas ça qui lui est demandé dans ces formulaires-là. Donc, nous, on les sensibilise. On a créé une lettre pour les sensibiliser. Puis on leur dit, si vous avez des questions, appelez-nous. Parce que quand ils appellent à l'Agence du revenu du Canada, ça peut être long l'attente. Puis là, ils n'ont pas une heure à mettre là-dessus. Quand ils nous appellent, on peut leur répondre tout de suite, répondre à leurs questions pour qu'ils comprennent mieux leur rôle, puis qu'ils aient envie de collaborer. Puis on leur explique aussi l'impact qu'ils ont. Parce que quand ils refusent ou qu'ils vont trop vite puis qu'ils font pas bien, qu'ils remplissent pas bien le formulaire, ça a des impacts énormes dans la vie de leurs patients. Et ça a parfois des conséquences sur la santé des patients. Parce que quand on est tellement vulnérable à propos de sa condition financière, puis qu'on sent, comme tu dis, Julie, c'est vrai, moi aussi, les gens ils nous disent ça chez nous. On sent qu'on est obligé de se justifier, puis comme si on racontait des histoires. Là. Puis je suis pas en train de dire que ça arrive jamais, mais la plupart des gens, là, quand on fait cette démarche-là avec un professionnel de la santé, les gens, c'est parce qu'ils vivent vraiment des obstacles réels. Fait qu'on essaie de dire ça, de sensibiliser les professionnels de la santé, de leur dire, vous avez un rôle à jouer, puis d'être, tu sais, c'est pas comme quand quelqu'un veut profiter des assurances au travail où on n'est pas dans cet univers-là. Puis ça, on essaye de le dire aux professionnels de la santé que quand ils doivent remplir des formulaires qui donnent accès à des crédits d'impôt, à des programmes pour les personnes en situation de handicap et les proches aidants, c'est important qu'ils prennent le temps de le faire. Ça va faire une grande différence dans la vie de leurs patients. Puis ça, en général, ils sont sensibles à ça. Je t'amène maintenant sur le terrain de la terminologie. Oui. Parce que quand on est un intervenant, c'est pas notre travail d'être dans les lois, puis les programmes, puis les mesures fiscales. Puis on peut nous-mêmes être un peu intimidés par tout ce vocabulaire-là. Puis on se demandait, tu sais, pour les intervenants, est-ce qu'il y a des termes clés
qu'il faut comprendre? Tu sais, est-ce qu'il faut, minimalement, là, faudrait comprendre, là, tu sais, les contraintes sévères à l'emploi, ça Mmh. veut dire quoi? Une personne en situation de handicap ou personne avec une incapacité sévère et prolongée ou tu sais, y a-tu des termes comme ça que tu Oui. dis, comme intervenant qui accompagne des proches aidants, là, si vous étiez capable de maîtriser ces 2-3 là, Oui. vous pourriez mieux aider les personnes proches aidantes? Ben, la première chose que je voudrais dire à des intervenants, c'est de pas trop s'arrêter justement au vocabulaire. Parce qu'il y a vraiment plusieurs mots qui entourent ces différents programmes d'aide-là. Et pourtant, ça se résume à peu près au même profil chez la personne. Donc, on peut voir sur les sites du gouvernement personnes invalides, personnes handicapées, personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. Tout ça, là, ça reflète une réalité d'une personne qui vit des obstacles importants dans sa vie quotidienne. Fait que ce qu'il faut retenir, en fait, c'est ça, c'est que peu importe ces étiquettes-là, ces mots-là qui sont employés pour parler de personnes qui vivent avec des obstacles importants qui vont être prolongés dans le temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les obstacles importants, c'est 3 fois plus difficile ou que ça prend 3 fois plus de temps. Pour des activités, c'est vrai qu'ils sont quand même là, spécifiques, là, mais c'est des activités qui nous amènent à en avoir d'autres. Je vous explique, tu sais, marcher, entendre, voir, s'habiller, se nourrir, toutes les fonctions d'évacuation, parce que ça aussi, ça peut avoir un impact important dans nos activités de la vie quotidienne. Puis maintenant, il y a la question des fonctions mentales. Fait que tout ce qui est, puis c'est grand, là, les fonctions mentales, mais c'est nouveau, ça fait 3 ans, puis il y a plusieurs personnes qui se qualifient à tous ces programmes-là parce qu'ils ont des incapacités ou des limitations qui surviennent en lien avec les fonctions mentales. Là, j'emploie des mots. Ça, c'est les mots que vous allez voir dans les sites du gouvernement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une personne avec un TDAH sévère, par exemple, qui même si elle est médicamentée, puis qu'elle est suivie, qu'elle va quand même avoir, ça va lui prendre 3 fois plus de temps pour accomplir ses tâches qu'une personne qui n'a pas le TDAH sévère. Donc, ça, c'est un exemple. Puis ce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment retenir, là, c'est que les diagnostics ne sont pas importants. C'est des référents que je donne aux personnes pour que vous sachiez à quoi est-ce qu'on réfère quand on parle de fonction mentale. Mais dès qu'on perd sa cognition, puis qu'on n'arrive plus à comprendre simplement ce qu'on a besoin là, pour notre survie de la vie de tous les jours. Mais ça veut dire, si quelqu'un nous appelle, qu'on est capable de se rappeler de c'est quoi notre date de fête, où sont placés les documents importants dans la maison. Tu sais, fait que les fonctions mentales, c'est vaste. Mhm. Mais dès qu'on regarde le référent de 3 fois plus difficile ou 3 fois plus long, ça déjà, ça nous parle un peu plus. Exact. Peu importe de quoi on parle. Puis, la question de la durée, ça, c'est super simple. Quand on dit prolonger, de longue durée dans les programmes, on parle de combien de temps? Bien, on parle de 12 mois. C'est pratiquement ça, là, dans 90% des programmes. Il y a des petites exceptions, là, mais c'est 12 mois consécutifs. Quand ça fait 12 mois qu'on a une condition de santé qui est exigeante et qui nous amène à vivre toutes sortes de contraintes, qui fait qu'on n'est plus capable de réaliser nos activités dans le même temps. Donc, ça nous prend 3 fois plus de temps ou on a 3 fois plus de difficultés à faire nos activités quotidiennes. Bien, quand ça fait 1 an qu'on est comme ça, on est éligible à tous ces programmes-là. Fait que là, oubliez personne handicapée, personne aînée, tout ça, là, parce que, tu sais, l'aidant, le proche aidant est associé à une personne aidée. On est d'accord? Absolument. Ben, ces personnes-là aidées, là, elles répondent souvent à tout ce que je viens de dire. Puis que ce soit des contraintes sévères à l'emploi, parce que c'est le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, lui, il parle dans ses termes à lui. Il parle d'une personne qui a des contraintes sévères à l'emploi, mais il parle pratiquement de la même personne qui va avoir une déficience grave et prolongée pour le crédit pour Revenu Québec. Exact. Donc, on ne s'attarde pas trop au terme, on s'attarde surtout à la condition de la personne. Super. Est-ce que tu trouves ça clair avec Oui, le oui. 3 fois plus difficile, 3 fois plus long, Tout à puis fait. 12 mois en fil? Super. Puis,
toujours notre intervenant qui n'est pas nécessairement expert puis qui n'a pas toute l'expertise que vous développez à Fin Autonome et qui accompagne une personne proche aidante puis qui est un peu, tu sais, rapidement, il se sent un peu submergé parce qu'il y a justement un crédit d'impôt au Québec, le crédit d'impôt fédéral, l'assurance emploi pour congé de compassion. Tu sais, il y a quand même une certaine diversité dans les programmes puis les mesures disponibles. Si tu avais des conseils à donner à cet intervenant-là sur le meilleur chemin à prendre ou sur le moyen de un peu se dépatouiller dans tout ça, là, ça serait autre que d'aller consulter le site web de Fin Autonome. As-tu d'autres petits trucs que tu pourrais offrir aux intervenants? Je dirais que la base, nous, quand on intervient, là, on regarde toujours certains éléments, puis là, on y va la première chose, c'est les revenus actuels de la personne. Quand on est un intervenant, peu importe avec qui on est, il faut essayer de voir là, sa condition de revenu. Elle a-tu un revenu? A-t-elle un revenu? Est-ce que son revenu est en danger? Donc, c'est la première chose qu'on commence à regarder, puis parce que là, il y a des programmes qui sont associés à ça, le revenu. Puis là, ça nous amène à aller voir les rentes d'invalidité si la personne a déjà travaillé. Mais le premier élément, c'est de regarder les revenus de la personne. Après ça, on va aller essayer de chercher les portes d'entrée pour les programmes. Parce qu'il y a des démarches qu'on fait qui nous ouvrent la porte puis qui rendent facile tous les autres par la suite. Donc, une fois là, qu'on sait que la personne a un revenu, soit comme tu disais, le chômage, dans les termes que les gens emploient tous les jours, il faut que je reste à la maison, j'ai pas d'assurance collective, à mon travail, il faut que je prenne soin de mon proche, il y a le chômage qui est là. Donc, ça, c'est la première chose à voir. Sinon, on va essayer de regarder si c'est la personne elle-même qui a besoin. On regarde d'abord ses revenus. Puis après ça, on va voir les portes d'entrée. La première porte d'entrée à connaître, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui est un programme fédéral qui est associé à l'Agence du revenu du Canada. Pourquoi est-ce que c'est une porte d'entrée? Bien, d'abord parce qu'il faut savoir que le gouvernement fédéral, il y a des soutiens intéressants. Puis qui sont on peut facilement les mettre en place quand on a la reconnaissance. Quand on va chercher, qu'on fait la démarche pour obtenir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Puis là, je vous invite encore une fois là, à ouvrir votre esprit puis à ne pas penser à une personne handicapée qui vous vient peut-être les référents les plus communs. En fauteuil roulant. Oui, personne qui est malvoyante ou sourde. La situation d'handicap, elle est multiple. Donc, dès qu'on a des enjeux de santé importants qui nous amènent à avoir des obstacles, on répond à ce critère-là. Puis quand on fait cette démarche-là pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, après ça, ça va rendre toutes les mesures fédérales beaucoup plus faciles. Donc, on fait bien cette démarche-là. Elle est importante. C'est important de bien la faire. C'est un formulaire qui est important. Mais si on obtient l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées, ça va être beaucoup plus facile. Puis après ça, au provincial, quand on va avoir le crédit pour aidant, là, le crédit pour aidant, bien là, il faut faire une démarche, évidemment, avec notre personne aidée pour qu'elle-même puisse aller chercher cette reconnaissance-là. Donc, ça, c'est le montant pour déficience grave et prolongée du Québec. Donc, encore une fois, il y a un formulaire à remplir pour ça. Mais ça, c'est les 2 portes d'entrée importantes. OK. Ça donne une bonne idée. Oui. Est-ce que dans ta pratique, tu as remarqué qu'il y avait certains mythes ou fausses croyances autour de ce qui existe comme soutien financier pour les personnes proches aidantes? Des mythes, ben, il y a plus de la confusion. Moi, il me vient pas là, mythe, mais je vois beaucoup de confusion. C'est quand même rare, là, je me permets de le dire que moi, je suis pas une des agentes, là, je dirige l'organisation, mais je fais parfois des accompagnements justement pour voir rester sur le terrain. Puis cette semaine, justement, là, j'accompagnais des personnes, un couple qui... puis là, les personnes, ils confondaient la demande pour la prestation d'invalidité du fédéral, le crédit d'impôt pour aidant au fédéral et celui du provincial. Et il y avait tellement de confusion
là, parce qu'il pensait qu'il avait droit à la prestation. Il avait reçu une des prestations canadiennes pour personnes handicapées. Mais là, je voyais là, que l'ensemble de ces mesures-là, là, c'était pour eux autres, c'était comme toute la même affaire. Donc, je dirais que pour les proches aidants, l'enjeu, là, le défi, c'est de savoir qu'il y en a plusieurs puis qu'elles ne se parlent pas. C'est pas parce que vous faites une démarche pour avoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées que tout le reste se fait tout seul ou vous allez chercher le crédit pour aidant au Québec puis que là, ah ben là, le gouvernement, il sait là, que mon proche, c'est une personne qui a des enjeux de santé, fait que je devrais avoir le crédit pour aidant naturel du Canada. Non. Nos deux paliers ne communiquent pas ensemble. Donc, vous devez vraiment vous assurer comme proche aidant que vous avez regardé l'ensemble de votre situation. Puis ça touche même au Québec, ça touche à différents ministères. Parce que ça peut avoir un effet sur l'emploi et solidarité sociale, selon qui est votre proche. Il y a les ministères de santé et services sociaux aussi qui donnent des soutiens. Donc ça, là, je dirais pas que c'est un mythe, mais le défi, c'est de s'y retrouver. Exact. Puis de surtout pas penser que parce qu'on a fait une démarche, par exemple, un autre cas courant, un parent a un enfant à l'école, un enfant qui a des besoins particuliers, puis donc l'école a reconnu que l'enfant avait des besoins particuliers, donc il se dit, ben là, mon enfant, c'est le gouvernement là, que mon enfant a des besoins particuliers, comment ça se fait que j'ai pas les autres aides? Ben c'est parce que c'est deux ministères, le ministère de l'Éducation, il parle pas au ministère de l'Emploi et Solidarité ou au ministère du Revenu. Donc, c'est ça la raison. Faut pas se fier que si on l'a fait à un endroit, ça s'est fait partout. Surtout. Ouais. Si tu avais peut-être 2 ou 3 conseils à donner à des intervenants qui accompagnent les personnes proches aidantes, commencent à voir qu'il y a peut-être comme tu disais au début, que la sécurité financière ou la situation financière se déstabilise, puis qui veulent intervenir, comme tu disais, le plus rapidement possible pour éviter des situations dramatiques. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux intervenants? Bien, je dirais que je le fais en toute humilité, là, parce que ce que je vais demander aux intervenants, c'est pas si facile, mais c'est d'aborder la question, même si on ne voit pas la précarisation financière des personnes qu'on accompagne, là, parce que c'est un tabou. Donc, ils vont pas vous le dire. Ça, là, j'en suis vraiment profondément convaincue. C'est ce que je vois toujours. Vous le saurez pas. Ils vous le diront pas. Donc, il faut être capable d'aborder le sujet avec doigté, des fois en donnant d'exemples. On fait des blagues, hein, des fois on dit je demande l'information, c'est pour mon beau-frère. Pour un ami. Mais l'intervenant, idéalement, pourrait aborder la question de... Moi, je vois souvent des personnes qui dans une situation comme la vôtre, là, peuvent avoir des difficultés ou avez-vous pensé, est-ce que vous êtes encore en mesure d'avoir, de remplir vos obligations financières? Avez-vous besoin d'aide? Il existe de l'aide, c'est confidentiel. Vous allez être accompagné là-dedans. D'être proactif avec la question. Au-devant. Mais je sais, parce que je côtoie aussi des intervenants, que c'est pas facile. Les intervenants, c'est des êtres humains comme... c'est qu'il y a un grand tabou autour des questions financières et je pense que plusieurs intervenants qui se sentent mal à l'aise parce qu'ils veulent pas mettre mal à l'aise les personnes qui accompagnent. Mais ça ne nous rend pas service à personne de rester dans ce silence-là puis isoler les uns les autres. Donc, moi, si j'avais juste un vœu là, à vouloir exaucer, puis à dire si tous les intervenants peuvent juste en glisser un mot, est-ce que vous êtes, est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'accompagnement ou des trucs pour savoir quelle aide financière vous pouvez aller chercher? C'est d'être proactif, le dire. Puis là, les gens auront le loisir de dire ah non, je ne savais pas que ça existait, pouvez-vous m'en parler? Je pense que juste ça, là, ça ferait une grosse, grosse différence. On le sait, Pascal, il existe plusieurs programmes, plusieurs mesures. Il y en a peut-être des incontournables ou il y a peut-être des grandes catégories de mesures. Est-ce que tu peux me donner des exemples? Bien, il faut penser à la vie courante, dans le fond. Oui, il y a des grandes catégories, puis il y a des mesures qui sont plus intéressantes parce que vous allez recevoir un revenu directement. Vous allez avoir
une prestation qui va vous être versée. J'ai parlé du crédit pour aidants au Québec. Ça peut aller jusqu'à presque 3 000 $ par exemple, quand on fait la demande. Euh, Au niveau fédéral, on a aussi dans les soutiens là, pour les personnes qui sont reconnues comme une personne en situation de handicap, bien, il y a une nouvelle prestation qui est là qui peut représenter jusqu'à 2 400 $ par année. Ça, c'est des prestations qui vous sont versées directement. Mais les autres programmes qui existent, là, pensez à la vie quotidienne. Il y en a pratiquement pour les différents grands sujets. L'aide au logement. On pense que juste les logements subventionnés, que c'est dans un établissement qui est subventionné, mais il y a un programme qui est là quand on paye trop de notre logement nous coûte trop cher par rapport à notre revenu. Au Québec, on a un programme qui, selon moi, est sous-utilisé pour ça, pour se loger, puis que ça respecte un équilibre budgétaire. Mhm. Donc ça, il est peu connu. Il y a les aides à domicile aussi. Il y a des programmes où vous pouvez avoir des fois des aides à domicile avec des compagnies privées, mais que ça va être subventionné en grande partie. Donc, vous pouvez vous alléger sur certains aspects de votre vie. Si vous voulez réaménager la maison, vous avez besoin d'aménager de certains aménagements. Il y a des crédits d'impôt, puis il y a des programmes et au fédéral et au provincial. Donc, ça couvre quand même large. Maintenant, il y a les chiens d'assistance. On en entend de plus en plus parler. Mais oui, ça existe aussi des programmes qui viennent soutenir ce genre de dépenses-là qui est lié à notre condition de santé. Donc, on pourrait dire que quand on a une condition de santé qui nous demande d'avoir du soutien, donc on a sûrement une aide financière qui peut être attachée pour venir compenser ou venir nous aider avec ces aspects-là. Mais il y en a vraiment beaucoup. Pascal, tu nous as parlé de plusieurs mesures, plusieurs programmes. De ton point de vue, est-ce qu'on utilise suffisamment ces aides-là, ces programmes-là? Est-ce que c'est assez connu, assez utilisé? Qu'est-ce qu'on peut faire? Certainement pas. Alors, c'est certainement pas assez connu, puis je peux vous assurer que c'est sous-utilisé. Probablement que ça vient du fait que c'est lié à la fiscalité, les impôts. C'est des programmes du gouvernement. Donc, déjà, je pense que c'est un des éléments où on pense pas qu'en faisant notre rapport d'impôt, on peut avoir de l'argent parce qu'on associe l'impôt à ce qu'on paye en général, monsieur, madame, tout le monde. Hein? Mais quand on a une condition de santé particulière, fragilisée, on a des compensations fiscales, on a plusieurs programmes qui sont liés à notre profil fiscal. Donc, pour une personne qui est une proche aidante, je vous dirais, intéressez-vous au rapport d'impôt puis à tout ce qui vient autour. C'est vraiment un levier en tout cas, pour que ce soit moins difficile financièrement. C'est un truc là, vraiment à connaître. C'est sous-utilisé parce que c'est lié à la fiscalité. On n'y pense pas. On ne pense pas que la fiscalité peut nous rendre service, mais ça peut vraiment faire une différence. En fait, là, toutes les aides qui viennent avec la fiscalité, là, c'est normal hein, de ne pas avoir un intérêt. Là, Puis parfois aussi, quand notre condition, comme je disais, il y a des moments de bascule dans nos vies. Puis probablement qu'une des dernières choses auxquelles on va penser, c'est à nos impôts. Puis c'est normal. Tu sais, il faut voir que ça arrive. Puis c'est difficile à comprendre la fiscalité aussi. C'est pas simple. Donc, faut vraiment pas se sentir mal à l'aise de ça, là, de pas connaître ça. C'est un fait qui est méconnu de tout le monde, mais que quand on a une situation qui vient dans notre vie, quand on est proche aidant, je pense simplement que ce que j'aurais envie de partager à tout le monde, c'est là, ça vaut la peine de s'y intéresser. Pas de vouloir devenir un expert, là, mais d'aller chercher l'aide, puis de voir que lié à ça, il y a de l'aide disponible. Puis si vous ne l'avez pas fait tout de suite quand c'est survenu, une autre chose importante à savoir, c'est que la plupart des programmes, c'est rétroactif jusqu'à 10 ans en arrière. Fait que c'est pas rare, nous, qu'on voit des personnes qui vont chercher jusqu'à 10 000, 15 000 $ de rétroaction.
Donc, ça vaut la peine de juste le savoir. Maintenant quand on le sait, quand cette information-là vient à nos oreilles, de se dire, OK, là, je vais m'y intéresser, je vais aller voir, je vais être un peu curieux parce qu'il y a peut-être là quelque chose pour vous aider à surmonter cette vulnérabilité-là financière que vous avez traversée ou que vous traversez. C'est parfait. Tu invites aussi les intervenants à se familiariser avec ces aspects-là de l'univers, de l'accompagnement qui sont pas toujours super confortables. Effectivement. On est tous un peu, on regarde notre rapport d'impôt puis on fait comme, oh, on regarde de l'autre côté. Mais en fait, c'est ça, c'est que souvent, on met ça dans les mains de quelqu'un d'autre, ce qui est très bien. Mais il faut savoir quand même qu'au Québec, les aides qui sont liées aux situations de santé sont aussi assez peu connues des comptables puis des personnes qui font les rapports d'impôts. Donc, vous comprenez que quand les professionnels de la santé savent pas trop ce qu'il leur est demandé, quand les professionnels qui font les rapports d'impôts sont pas trop au courant, eux autres non plus, de ce qui existe, parce que il faut le mentionner à la personne qui fait notre rapport d'impôt, notre condition. Elle va pas le deviner. Ça, c'est pas écrit nulle part. Donc, vous voyez, c'est quand on commence à en parler, là, Julie, ben là, on voit que, OK, qui est-ce que je dois informer maintenant de ma situation qui va pouvoir m'aider là-dedans? Mais il y a le professionnel de la santé, certainement, les comptables, puis soi-même, là, d'être curieux envers ce qui peut exister parce il en existe quand même de l'aide. C'est ça qu'il faut savoir. Il y en a de l'aide. Puis plus vite on va la chercher, mieux c'est. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir partagé ton expertise. Je pense que c'est très aidant pour les intervenants des organismes partenaires de l'appui. Donc, pour terminer, je vous remercie de votre présence, puis je vous invite aussi à consulter le site web de l'appui, www.appui.org, où on a une belle section sur les démarches administratives et il y a plus de 15 conseils pratiques qui va des mesures fiscales aux prestations de compassion, à la procuration, donc des contenus vulgarisés et accessibles que l'on espère que vous allez consulter et que vous allez inviter les prochainement à consulter également. Merci encore une fois, Pascal. Merci, Julie. Donc, merci d'avoir été à l'écoute avec nous. Merci de votre patience. On a eu un petit souci de son au début. C'était la première fois qu'on faisait un pré-enregistrement puis qu'on diffusait un pré-enregistrement. Donc, encore une fois, on s'excuse pour ce petit pépin technique en début de webinaire, mais on vous remercie de votre patience. Je vais inviter Pascal à se joindre à moi puisqu'elle était avec nous tout au long de ce webinaire. Donc, merci. Merci Pascal d'être là et d'avoir pris là, quelques questions dans le question-réponse pendant la séance. Je vais te demander, parce que quelqu'un me demandait, est-ce qu'en quelques mots, tu peux juste nous dire qu'est-ce que fait Finautonome là, au quotidien, puis qu'est-ce que vous pouvez offrir là, aux intervenants qui nous écoutent? En fait, vous entendiez, là, c'est que mes collègues sont avec moi aujourd'hui, donc on était prêtes pour répondre à vos questions en équipe. Finautonome, vraiment, comme je l'ai mentionné, on est un organisme communautaire, donc tous nos services sont gratuits et ce sont nos services, en fait, c'est en grande majorité de l'accompagnement administratif pour qu'avant que vous ayez faire remplir vos formulaires par les différents professionnels de la santé, bien que vous soyez bien préparés, que vous sachiez comment répondre aux professionnels de la santé. Donc, c'est des services d'accompagnement. On a aussi un parcours d'éducation en littératie financière qui se passe en collaboration avec d'autres organismes. Donc, les gens ne peuvent pas suivre notre parcours pour l'instant. Là, c'est un projet pilote de 2 ans. Ils ne peuvent pas suivre par eux-mêmes, là, mais s'ils sont affiliés à un des groupes qui nous reçoit, c'est possible. Aussi, c'est ça, donc on accompagne les personnes pour faire de la vulgarisation comme maintenant, que ce soit pour lire un avis de cotisation, une communication que vous avez eue de l'Agence du revenu, Revenu Québec. Des fois, c'est juste une question de, si tu peux enlever s'il te plaît ta notification,
C'est vraiment là, de vous aider à comprendre. Donc, notre but, c'est vraiment ça, c'est pas d'offrir des services professionnels comme des conseils financiers, ce que je devrais investir là plutôt que là, si on ne fait pas ça, mais tout ce qui va vous permettre de comprendre les communications que vous avez avec le gouvernement en lien avec votre bien-être financier, c'est ce à quoi on répond. Puis, dans le fond, si des intervenants ont des questions, j'imagine qu'ils peuvent aussi consulter votre site web où vous Tout à avez fait. un certain nombre d'informations qui peuvent les guider également. Oui, en fait, j'ai précisé que c'était pour les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants, mais on répond à tous les professionnels, par exemple. Donc, on fait plusieurs présentations dans différentes unités de CIUS, des unités de soins, là, où les personnes, justement, les professionnels veulent avoir des réponses, veulent mieux accompagner leurs patients. Donc, ça, on le fait tout à fait gratuitement aussi, puis même avec des professionnels financiers. Donc, si un comptable se pose des questions parce qu'il est peu familier avec les formulaires que les personnes pourraient avoir à remplir pour obtenir une mesure fiscale, on va aussi l'accompagner puis l'aider. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est on essaie d'être une courroie de transmission entre l'Agence du revenu et Revenu Québec et tous les citoyens qui se posent des questions sur les programmes et crédits qui s'adressent aux proches aidants ou aux personnes en situation de handicap ou les aînés. Donc, c'est vraiment, c'est pour tout le monde, puis tous nos services sont gratuits. Merci pour ça, Pascal. Il y a eu quelques questions dans le webinaire, dans les questions-réponses. On peut en regarder quelques-unes ensemble. Ça va nous permettre de répondre pour l'ensemble des gens qui nous écoutent, puis peut-être de préciser des choses ou de nuancer des choses. Pascal, j'ai vu qu'il y avait quand même eu quelques questions sur le critère de cohabitation pour avoir accès à des crédits d'impôt. Est-ce que tu veux juste nous en dire quelques mots là-dessus? Ben, c'est pas pour tout. D'abord, il faut savoir que c'est pas pour tous les programmes, là. C'est vraiment les questions qui concernaient le programme de crédit pour aidants du Québec. Donc, ce qu'il faut comprendre avec cette mesure-là, puis là, je m'écoutais et je me suis dit, il me semble que je n'étais pas si claire. Je vais essayer d'être plus claire avec vous aujourd'hui. Le crédit pour personnes aidantes du Québec, c'est un crédit remboursable. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'on va recevoir de l'argent. La personne, le proche aidant va recevoir une prestation, là, tu sais, c'est direct. Donc, ce n'est pas un crédit d'impôt non remboursable, c'est un crédit d'impôt remboursable. Il se divise en 3 volets même. J'allais dire en 2, mais en 3. C'est-à-dire que si on est le proche aidant, puis c'est pour ça que je mentionnais qu'on ne peut pas dissocier l'aidant de l'aider. Parce que si le proche aide une personne qui a entre 18 et 70 ans, hein, donc avant 70 ans, il faut que la personne qu'elle aide pour qu'elle ait droit à son crédit, qu'elle soit reconnue pratiquement comme une personne en situation de handicap parce qu'il faut qu'elle remplisse le formulaire du montant pour déficience grave et prolongée. Donc ça, c'est Revenu Québec qui vient prendre acte là, que la personne est dans une situation de handicap. Et c'est comme la première partie du crédit d'impôt pour aidant. Donc, si on aide une personne en situation de handicap, bien, il va y avoir 2 cas de figure. Soit je vis avec cette personne-là ou je ne vis pas avec cette personne-là. Si je ne vis pas avec elle, je vais avoir droit à la première portion, OK, qui est de 1453. Je ne dis pas de bêtises, les filles, c'est 1453 $. Ça, c'est le maximum. C'est toujours les maximums, ce que je vous donne. Après ça, ça dépend du revenu de la personne aidée. Et si j'habite avec cette personne-là, là, je peux aller chercher jusqu'à un autre 1453, donc ce qui donne 2906 par année. Et il y a un 3e volet qui est si je suis la personne proche aidante d'un aîné, d'une personne de 70 ans et plus, là, je suis obligée de vivre avec cette personne-là et je ne dois pas être son conjoint ou sa conjointe. Donc, si, par exemple, je prends soin de ma mère qui habite avec moi, qui a 70 ans et plus, je vais avoir droit au crédit pour personne aidante. Donc, j'espère que je l'ai bien résumé parce qu'effectivement, c'est un super beau programme, c'est un beau crédit, puis il n'y a pas assez de gens qui vont le prendre, mais il faut juste voir exactement notre profil correspond à quoi. Puis il y avait aussi une personne qui me demandait, est-ce qu'on peut être la personne
aidante, le proche aidant de plusieurs personnes, oui. Donc, c'est cumulatif. Donc, si j'aide une personne qui vit avec moi, je peux aller chercher jusqu'à 2 906 $. Puis si en plus, je viens en aide à une autre personne qui est considérée en situation de handicap, mais que je ne vis pas avec, bien, que je lui donne une assistance assez soutenue, bien, je peux aller chercher aussi un montant pour cette personne-là. Donc, il y a plusieurs volets dans ce programme-là en particulier. Puis, il y a un crédit d'impôt non remboursable au fédéral aussi pour les proches aidants. Merci beaucoup, Pascal. On a eu d'autres questions en lien avec qui peut remplir les formulaires? Est-ce qu'il y a d'autres types de professionnels ou exclusivement un médecin? Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Puis je vais en profiter juste pour souligner aussi le commentaire qui est une question parallèle d'un de nos participants. Il disait, ben, dans le fond, c'est un peu dommage là, de demander un effort de compréhension aux aidants alors que les médecins eux-mêmes, ils comprennent pas toujours tout. Finautonome devient alors essentiel. J'aimerais savoir si vous avez une longue liste d'attente. Fait que si tu étais capable de me répondre à ces deux petites questions. On n'a jamais de liste d'attente. On n'a jamais de liste d'attente parce qu'on a un fonctionnement à l'interne qui va faire en sorte qu'on va être capable de gérer l'ensemble des demandes. Cette année, on a été capable d'accompagner jusqu'à presque, disons, en accompagnement individuel soutenu de plus de 40 minutes jusqu'à 700 personnes. Et il n'y a jamais de liste d'attente. Ceci dit, c'est parce qu'on vous invite à aller voir des contenus puis à comprendre en groupe, comme on fait maintenant. Puis là, après ça, quand vous comprenez mieux ce qui s'adresse à vous, là, les personnes, bien là, on vient faire de l'accompagnement individuel. Donc, on n'en a pas de liste d'attente. Pour ce qui est des professionnels de la santé, de plus en plus, grâce aux équipes qui nous accueillent, c'est souvent des équipes d'infirmières, de travailleurs sociaux, des gens de première ligne, là, les intervenants de milieu, je m'excuse si je nomme pas bien le nom exact là, de ces professionnels-là qui nous accueillent. C'est sûr que ça nous permet vraiment de soutenir, d'aller donner un peu plus d'informations aux médecins. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a juste deux professionnels de la santé qui peuvent remplir les formulaires pour tout le monde. C'est les médecins là, de famille, médecins généralistes ou spécialistes, et les infirmiers, infirmières, praticiens. Ça, c'est les deux seules professions qui sont autorisées à remplir, peu importe c'est quoi la condition de santé de la personne. Pour les autres professionnels, je vous l'ai mis dans le chat, là, c'est que les autres professionnels, ils vont être capables de répondre pour certaines activités de la vie quotidienne. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais il y a 8 grandes activités de la vie quotidienne qui sont reconnues comme pouvant produire du handicap. C'est-à-dire qu'une personne vit des obstacles par rapport à ces 8 activités-là, et donc, c'est ça qui va faire qu'elle va être en situation de handicap. Juste un petit moment, s'il vous plaît. Là, j'ai juste besoin, il faut que quelqu'un aille ouvrir la porte à notre invité qui s'en vient. Désolée. Et donc, c'est ça. Fait que il y a les autres professionnels, ça va avec les activités de la vie quotidienne. Puis c'est comme les optométristes, c'est pour la vue, c'est pour le fait de voir. Les audiologistes, orthophonistes, c'est pour l'ouïe, la parole. Donc, il faut vraiment se référer là, sur les sites pour voir c'est quoi. Tous les autres programmes qui sont les aides de dernier recours, aide sociale, programme de revenus de base, solidarité sociale. Là, c'est d'autres termes, puis dans ce cas-là, il y a comme toute une autre figure de style, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent les médecins, parce que c'est eux qui, dans tous les cas, peuvent remplir l'ensemble des formulaires. Après ça, ça dépend de la situation de la personne. Puis ça, je vous dirais, bien, faites affaire référez-vous à nous, on pourra vous dire, dans le cas précis de votre patient, qui pourrait être un autre professionnel de la santé que le médecin ou les infirmiers, infirmières qui peuvent répondre à ça, qui peuvent remplir le formulaire. Merci Pascal pour ça. Il y a eu quelques questions qui se sont ajoutées. Il est 13h07. On sait que les gens veulent retourner à leur tâche, mais peut-être qu'on pourrait en répondre une autre. Et dans le fond, toutes les questions, on va les regarder. Puis dans le courriel de suivi avec notre partenaire, on pourra peut-être aussi apporter d'autres réponses aux questions qu'on n'aura pas pu répondre aujourd'hui. Il y a une question il y a quelqu'un qui demande, est-ce que la personne en situation de handicap peut être reconnue comme étant proche aidante, par exemple, si elle a un enfant adulte TSA?
C'est une super bonne question. En fait, on ne peut pas être reconnu comme... on peut être à la fois une personne en situation de handicap et proche aidant, mais on ne pourra pas avoir le crédit d'impôt. Là, il faut, si on est l'aidant de quelqu'un, on ne peut pas avoir quelqu'un qui est notre aidant. Je ne sais pas si vous comprenez, là, mais dans le fond, une personne doit choisir si elle-même est en situation de handicap, si elle va se positionner comme la personne en situation de handicap ou comme le proche aidant. Est-ce que c'est clair, ma réponse? En fait, c'est ça, c'est que parce que ça arrive là, dans la vraie vie qu'on peut être un parent en situation de handicap puis que notre enfant est aussi une personne en situation de handicap. Donc, si je veux demander le crédit pour aidant, je vais pouvoir le faire, mais par exemple, mon conjoint, lui, ne pourra pas le faire pour notre enfant. Il faut qu'il y ait juste une personne qui puisse être le proche aidant. Puis il ne faut pas que lui-même, qu'il donne le crédit à quelqu'un d'autre. J'essaie de le résumer le mieux possible, là, mais... Ben, c'est une bonne question, comme tu dis. Puis Oui, dans le fond, c'est dans vraiment des une bonne situations comme celle-là, je pense que le conseil aussi là, qu'on peut offrir aux gens, c'est de contacter Fine Autonome pour un peu voir la situation. contextualiser, expliquer leur particularité de leur situation pour mieux saisir là, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour eux par rapport à leur contexte. En fait, il y avait peut-être une question en lien avec les gens qui prennent soin des personnes en hébergement. Tu sais, comme ils habitent pas ensemble, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu as pensé pendant qu'on regardait les questions de nos participants par rapport à ce contexte-là? Je prends soin de quelqu'un, il est en hébergement public, je passe quand même beaucoup de temps, peut-être que je fais beaucoup de kilomètres pour pouvoir aller la visiter, prendre du temps pour elle. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus qui t'a allumé sur des aides en particulier? Bien, en fait, non. Ce qui m'allume, c'est de vous dire que malheureusement, quand une personne est hébergée dans un établissement public, c'est comme si c'est soit l'établissement, qui soit privé aussi, là, dès qu'il est en établissement, qui est placé, ça devient comme cette organisation-là qui devient la personne qui reçoit là, les montants. C'est pour ça que les personnes proches aidantes, même s'ils apportent beaucoup de soutien, qui ne peuvent pas aller chercher le crédit pour aidant. Je vais quand même vous dire l'ensemble, là, mais il faut faire très attention et c'est très, très rare parce que c'est toute une démarche administrative. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles donnent beaucoup de soutien, peuvent faire une demande spécifique pour être reconnues comme étant proche aidant puis apporter du soutien. Mais je vous dirais que les programmes ne sont pas faits pour ça pour la grande majorité des personnes. Hein, il faut que les gens qu'on aide, pour être un proche aidant, il faut que ce soit quelqu'un qui vit dans une résidence privée, un logement ou une maison. Une habitation, leur propre habitation. Exact. Merci beaucoup, Pascal. Les gens commencent à nous quitter. On a quelques mots là, de remerciements, des gens qui ont trouvé ça bien intéressant. Donc, merci, Pascal, et à ton équipe d'avoir été en coulisses avec nous pendant toute la durée de ce webinaire pour répondre aux différentes questions. Donc, on vous invite à compléter le sondage de satisfaction. Il y aura un courriel qui vous sera acheminé, petit sondage et peut-être d'autres questions et des outils et des liens qu'on va pouvoir, petite boîte à outils qu'on pourra, entre autres, vous faire parvenir. Donc, merci à tous. Merci Pascal et une bonne continuation de journée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.